les appelle les CLIC, un sigle court pour résumer une mission très complète auprès des personnes âgées. Un CLIC, c'est un centre local d'information et de coordination. Celui de l'agglomération lyonnaise porte un joli nom symbolique, Entourage, et il fête ses 20 ans. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'Air de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. Vous allez bien? Comme toujours. Très bien. Oui. Vous allez nous parler de mariage. De mariage, divorce très peu, c'est pas intéressant. Hein. De création, de naissance aussi. Mais des communes. De communes. Très bien. Bon, c'est toujours un sujet d'actualité, ces divorces de communes. Bonjour Geneviève Poirier-Coutancet. Bonjour Richard Pierre Williamson. Bonjour. Donc, vous êtes nos deux interlocuteurs pour nous parler des 20 ans du CLIC Entourage, le CLIC de l'agglomération lyonnaise. Alors, Madame Poirier-Coutancet, on vous connaît parce que vous êtes élue adjointe à la ville de La Roche-sur-Yon, en charge des solidarités, des personnes âgées et de la santé. Tout à fait. Voilà, et vous siégez aussi à la communauté d'agglomération. Tout à fait. Parce que le CLIC est géré, est sous la tutelle de l'agglomération lyonnaise. Et Richard Pierre, donc vous êtes directeur du CLIC Entourage. Eh oui. Voilà, pour poser le décor. Alors, en préparant l'émission, Richard Pierre, vous m'avez dit, au CLIC, on reçoit à peu près 8000 appels par an. 8000 appels. Qui appelle le CLIC tous les jours? Eh bien, pour un tiers, ce sont les retraités, les personnes âgées elles-mêmes. Oui. L'autre tiers, ce sont les aidants familiaux qui aident les personnes de leur entourage. Exactement. Et puis l'autre tiers, ce sont des professionnels, médecins, assistantes sociales, infirmières, tuteurs, qui ont besoin du CLIC pour leur venir en appui et pour se coordonner. Madame Poirier-Coutancet, elle a oublié d'éteindre son téléphone. Donc, les personnes âgées, les professionnels et les familles. Et les familles, exactement. D'où cette domination de coordination aussi. Et oui, indispensable. Dès lors où les situations deviennent plus fragiles, il faut faire équipe, il faut échanger, travailler ensemble, se coordonner. Alors, en entourage et dans les autres clics, on écoute beaucoup la personne âgée. C'est d'abord ça, c'est accueillir les demandes. Oui, essentiel. Vous savez, on se souvient tous du premier jour où on en était quelque part, on se souvient de l'accueil, du sourire, de la façon dont on a été reçu, de l'écoute. Alors le CLIC, c'est pas tant un guichet, vous savez, d'accès au droit, certes. Il faut bien informer les personnes sur ce qu'il est possible de faire. Alors ce qu'il est possible de faire, par exemple... accès à un dossier APA, donc caisse de retraite, adaptation du logement, comment s'inscrire en maison de retraite, la liste des services d'aide à domicile, etc. Comment faire protection juridique, voilà, qu'est-ce qu'une personne de confiance, voilà. Mais c'est surtout amener les personnes à affirmer, à dire ce pourquoi elles viennent, à me porter leurs difficultés, et à nous, professionnels, de faire la part des choses, d'évaluer les capacités, les besoins, la demande exprimée ou non exprimée, pour comprendre quel est le projet de la personne, les difficultés et comment ensemble, en fonction des difficultés, des potentialités, on va pouvoir co-construire et être partenaire de la personne et de son entourage. Voilà. Pour ça, il faut un peu de temps. Alors, il faut un peu de temps, il faut du temps, il faut de la confiance, nécessité souvent de se revoir, quelquefois d'aller au domicile. Rien de mieux que de voir la personne âgée dans son environnement, dans son logement, avec ses souvenirs, ses habitudes, son chien. Voilà, et son entourage. La globalité. La globalité, bien sûr. Alors, Madame Poirier-Coutancet, en préparant l'émission, là aussi, vous m'avez dit, en fait, un des fonds du problème, c'est respecter le choix de la personne. Absolument. Je pense que Richard Pierre a très bien dit. On prend la personne, pas... c'est une personne qui a une vie, qui a une histoire, qui a un cheminement, qui est entourée, donc elle vit dans un contexte, et qui est une personne unique. Donc c'est comme ça que on conçoit, je dirais, cette mission auprès des personnes âgées, parce que on dit la personne âgée, elle est de 60 à plus d'âge, mais on a des étapes dans la vie. Et ces étapes, justement, il y a des moments où on a besoin d'aller frapper à une porte et puis dire, écoutez, là, j'ai besoin d'une aide, comme très bien, soit où j'envisage de rentrer en maison de retraite, mais j'ai pas envie, etc., etc. Et donc, c'est vraiment du prêt-à-porter.
c'est pas du fait, c'est du fait main, on va dire. C'est pas de il faut qu'elle rentre dans tel et tel système. Parce que derrière ça, un des gros problèmes qu'on rencontre quand on travaille avec les personnes âgées, c'est que parce qu'on est âgé, on serait moins maître de sa vie. On décide beaucoup pour Alors les ça, c'est personnes âgées. une très belle question. C'est une très belle question je dirais pour la société aujourd'hui. Il faut arrêter de considérer les personnes âgées comme des gens, je dirais, qui n'ont plus leur faculté de décider, qui n'ont plus leur autonomie intellectuelle, qui ont des désirs, qui ont une vie, et qu'on pense qu'il est bien de décider pour elles. Et ça, je crois que le premier des respects, c'est leur dire, c'est vous, vous avez le droit de choisir, vous avez le droit, même si votre entourage pense qu'il faut rentrer en maison de retraite parce qu'ils sont inquiets pour vous. Non, j'ai le droit de prendre des risques. J'ai le droit de prendre des risques. Et comment est-ce qu'on va l'accompagner pour qu'elle en prenne le moins possible et qu'elle aussi, qu'elle inquiète le moins ses enfants ou son entourage. C'est un paramètre important. Alors, voilà. Richard Pierre, le public que rencontre entourage, donc ces personnes âgées, c'est des situations de plus en plus, alors vous dites fragiles, complexes, il y a une évolution, enfin 20 ans d'entourage. On vit de plus en plus longtemps, avec un entourage qui vieillit ou qui s'éloigne de plus en plus, parce qu'un facteur majeur, c'est celui de l'entourage, absent ou absent. La plus grande des fragilités, c'est pas tant la fragilité physique, il faut la reconnaître, c'est psychologique, c'est l'entourage. Même dans une agglomération qui reste un peu ancrée dans le milieu rural. Ouais. Alors, on a de grands écarts entre des personnes extrêmement bien entourées, avec des familles, des voisins, une solidarité active, et puis l'on a à l'inverse des personnes extrêmement isolées, parce que l'histoire de vie a été ainsi faite, des personnes qui n'ont pas eu d'enfants, séparation, éloignement géographique. Et donc l'enjeu va être de repérer quelles sont bien sûr les capacités de la personne, son projet, mais les capacités, les ressources de son écosystème. Dis-moi avec qui tu vis, comment tu vis, je te dirai, nous allons faire du chemin ensemble. Faire du chemin ensemble pour tenir compte à la fois des difficultés et des ressources de vous, monsieur ou madame, et de votre environnement. Comment on construit votre projet avec vous. La capacité des gens à prendre en main et à s'approprier leur propre histoire, quelles que soient les difficultés. On aime à dire l'autonomie, c'est la capacité à gérer ses dépendances. C'est valable du petit enfant, de l'adulte, qui dépend de son médecin, de son garagiste ou de son conjoint, mais de la personne âgée, qui malgré toutes ces difficultés... On va vous punir. Oui, nous dépendons tous d'autre chose. Oui, c'est une bonne transition pour l'accès au numérique. Là aussi, justement, le domaine d'intervention d'entourage, donc il y a l'information, la coordination. Vous proposez aussi des ateliers de prévention. Oui, complètement. Oui. Ça va de la préparation à la retraite, donc ce qui était innovant, parce que l'entourage, je pense que ça a été une innovation nationale au moins, cette préparation à la retraite. Voilà, merci. La sensibilisation au code de la route, mais il y a aussi des ateliers d'écriture, il y a un panel qui est très très large. On n'est pas sur que le registre de la santé, de la dépendance ou... Alors c'est peut-être la santé dans le sens de l'OMS, c'est-à-dire dans le sens du bien-être, de la qualité de vie. C'est pas la santé, absence de maladie. Non, c'est le bien-être. Soi-même et avec les autres. Et gérer son évolution de vie. Tout à fait. Et ça démarre même avant je dirais, la retraite, parce que vous organisez aussi des sessions de... Je ne sais plus comment vous l'intitulez. Retraite à sa vie, oui, préparer sa vie. Oui, prendre conscience dans une démarche de développement personnel de ce qu'ont été mes difficultés et mes potentialités dans le registre social, familial, professionnel, citoyen, pour, au moment de cette étape majeure, qu'est le passage à la retraite, prendre conscience de toutes ces étapes, de toutes ces ressources et potentialités pour me bâtir un nouveau projet de vie pour les 20 ou 30 ans qui sont devant moi. Voilà, donc c'était une des originalités du CLIC d'avoir imaginé, créer ces ateliers. Vous vouliez dire ? Oui, je voulais dire que justement c'est une spécialité du CLIC entourage d'avoir anticipé que le CLIC c'était pas que le guichet, l'orientation, l'accompagnement, etc. C'était aussi anticiper comment j'accompagne ou je réfléchis avec les personnes pour que, parce que la retraite aujourd'hui c'est un tiers de notre vie.
C'est un tiers de notre vie. Comment est-ce que justement, qu'est-ce qu'on peut proposer pour... Alors vous savez, moi je dis il y a trois retraites. Hein. Il y a les gens qui viennent de prendre leur retraite, qui sont autonomes, qui profitent du temps qu'ils ont pour faire des tas de choses qu'ils n'ont pas pu faire. Et puis c'est aussi quelquefois le temps de l'engagement aussi, le temps d'engagement. Puis il y a la retraite où on commence à sentir que le poids des ans vous arrive et donc il faut aussi repenser à réorganiser sa vie. Et puis il y a le troisième temps peut-être, c'est le fait qu'on devient vraiment aujourd'hui plus fragile. Et donc ce qui est intéressant dans ce qu'a créé, parce qu'en fait, il s'est développé dans cet état d'esprit, c'est que le clic entourage de l'agglomération a décidé de consacrer du temps pour mettre en place des activités de prévention, d'accompagnement, d'anticipation à l'avancée en âge. Alors, on va passer à la chronique de Gilbert, on va revenir sur ce que vous dites, parce que c'est pas rien un clic qui a 20 ans aujourd'hui. Alors Gilbert, on a dit que vous alliez me parler de quoi? J'ai encore oublié. Des communes. Alors, les mariages, des divorces. Alors, voilà, tout récemment, là, il y a eu une forte vague de mariages, subitement... de fusions. Subitement, un certain nombre de communes sont devenues amoureuses de leurs voisines. Il y en a 25 comme ça. Ça, c'est vous qui le voyez comme ça. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si c'était un sentiment amoureux ou si c'était simplement pour la dot. Mariage de raison. Mariage de raison. Mais toujours est-il qu'il y a 25 communes qui se sont mariées et qui ont donné finalement naissance à 10 gros bébés. Voilà, 10 de 25, on est passé à 10 par cette fusion. C'est ce qu'on appelle les communes nouvelles. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu bien d'autres mariages, créations, moins récemment, moins nombreux des divorces également. Et par exemple, puisque donc les communes, en fait, ont pratiquement été créées en 1789, en même temps que les départements. Oui, après les paroisses. Et en Vendée, on comptait à l'époque 331 entités communales. On en est aujourd'hui, après ces fusions récentes, 268, donc 60 en gros, 60 en moins. Et donc, on peut distinguer des fusions pures et simples. Hein. Il y en a eu 58 depuis 1971. 1871, pardon. 1871. La première de ces fusions, c'était entre La Grève et Saint-Martin-les-Noyers, qui étaient auparavant deux communes distinctes. Il y a eu Chalais et Saint-Pierre-le-Vieux, qui est devenu tout simplement Saint-Pierre-le-Vieux. Et puis la toute dernière, c'était Laclais et la Bretonnière, qui s'est devenue la Bretonnière, tout simplement. C'était en 1999. Il y a eu d'autres exemples au fil des ans. Le Grand-Luc et le Petit-Luc, qui sont devenus les Luc-sur-Boulogne. Ah, je ne savais pas. Oui. Et le Meilleret et Tillet, qui est devenu tout simplement le Meilleret-Tillet. Il y a eu 3 communes autour de Mortagne qui se sont regroupées. C'était Évrune, Mortagne et Saint-Hilaire-de-Mortagne. Et de la même façon, la même année, c'est-à-dire 1964, puis Béliard, Saint-Marc-des-Prés et Chantenay, qui sont devenus Chantenay. D'accord. Et il y a eu des divorces aussi, alors? Oui, alors des divorces, il y en a eu donc bien. J'évoquerai aussi le cas de Saint-Gilles et de Croix-de-Vie, parce qu'on a fêté des 50 ans cette année-là. Des divorces, alors ces mariages, c'est pour différentes. Ces fusions, c'est pour différentes raisons. C'est parce que c'était 2 ou 3 gros hameaux, soit parce qu'une question de superficie, soit par exemple pour une question de territoire qui était complètement enclavé. C'est le cas de Talmont, qui était entouré par Saint-Hilaire de Talmont. Et les divorces, il y en a eu moins, mais il y en a eu. L'exemple le plus récent, c'est Esnay, la Chapelle-Palouot, un mariage qui a duré en gros une quinzaine d'années. D'accord. Et les raisons, c'est... Je ne les évoquerai pas. Ah bon, d'accord. C'est du off. Vous avez oublié La Roche-sur-Yon qui s'est regroupée entre... Il y avait autrefois le Bourg, Saint-André-d'Ornay et La Roche-sur-Yon. C'était sur ces tablettes. Je voulais y venir. Non, c'est pas grave. Mais c'est parce que cette commune est aussi concernée par un autre phénomène qui est celui du changement de nom. Donc on le sait que La Roche, ça a changé 8 fois de nom entre La Roche-Napoléon, Napoléon-Bourbon, etc. Il y a eu d'autres changements.
on va dire un peu mineurs. Par exemple, Riez, c'était au départ Riez, qui est devenu Notre-Dame d'Oriez. Dompierre, qui est devenu Dompierre-sur-Yon. Champagné, qui est devenu Champagné-les-Marais. Beauvoir, qui est devenu Beauvoir-sur-Mer. Et Mareuil, qui est devenu Mareuil-sur-Lay. Simplement pour montrer un petit peu cette situation liée à la présence d'une rivière, d'un paysage ou la proximité de la mer, d'un ancrage. Voilà. Il y a le dernier nom qui a été modifié, et je vous le donne en mille, c'est la commune de la Jeunettouse. Qui s'écrivait partout. Je suis originaire de cette commune-là. Et j'ai participé au rétablissement de la vérité. C'est important, parce qu'on écrivait partout Génétouse. Et c'est la Jeunettouse. Voilà. Mais c'est tout un parcours. Il a fallu pratiquement 3 ans pour qu'on puisse aboutir à ce changement. Non, mais c'est un beau combat. Bravo. Voilà. C'est fini ? Voilà, on peut dire que c'est fini. Mais je pourrais en parler. Oui, non, mais avec Gilbert, on pourrait parler très longtemps. Il y a eu aussi des changements de surface, des échanges de parcelles. Il y a eu aussi même des changements d'arrondissement, etc. Très bien. Bon, merci Gilbert. Donc vous n'aviez pas oublié La Roche-sur-Yon. Très bien. Excusez-moi. Pour revenir aux 20 ans du Clic Entourage, donc vous organisez une manifestation le 26 octobre. Donc quand Entourage a été créé en 1997, c'était avant l'obligation de créer des clics dans les territoires. Donc Entourage a existé avant même les clics. Oui. Alors comme d'autres territoires, Lunel dans l'Hérault, Montpellier, Nantes, en fait pourquoi ? Parce que les professionnels, les élus, les usagers se sont rendus compte que le nombre de personnes âgées augmentaient, qu'un certain nombre de difficultés apparaissaient et qu'il fallait se concerter et il fallait organiser, comme on l'a fait pour la PMI, pour la petite enfance. Pour les personnes sans emploi, on a créé effectivement des lieux dédiés. On s'est aperçu que pour les seniors, il fallait organiser l'information, l'accompagnement, la coordination. Et donc, comme nous sommes sur un territoire quand même où les personnes n'attendent pas que ça vienne d'en haut, mais s'auto-organisent, on est quand même dans une culture ouest de la France qui s'approprie, terre des mutuelles, terre des coopératives agricoles, où on s'approprie les choses. Eh bien, les Sables d'Olonne, comme La Roche-sur-Yon, se sont organisés et ça a été rapidement porté par des associations, par les politiques, sans discontinuité, pour arriver aujourd'hui à un clic qui, dans toutes ses dimensions, d'information, d'évaluation, de coordination, de prévention, a su développer tout un travail pour les personnes, mais également pour les partenaires. Un vrai travail de réseau. Partenaires, alors les hôpitaux, les services d'aide, de soins, le département, l'ARS, les caisses de retraite, les associations, mais également les retraités actifs. Vous parliez tout à l'heure de la prévention, une des forces aussi du Clic Entourage, ça a été dès le départ de créer des groupes de retraités actifs qui soient des groupes de réflexion et d'initiative qui sont force de proposition. Et aujourd'hui, nous avons un groupe d'expression des usagers. Nous avons un groupe projet de vie qui réfléchit, qui propose des actions de prévention, des conférences, qui sont proposées ensuite aux élus, qui valident la plupart du temps. C'est une force extraordinaire. Donc, encore une fois, ce sont les gens eux-mêmes. Quand ce sont les gens eux-mêmes, voilà. C'est ce qu'on disait au tout début. On disait, partons des gens, au lieu de dire, tiens, on prend ce qui est bien pour eux. Non. Ils ont des idées et puis ils savent exactement ce dont ils ont besoin. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre un petit peu de proximité avec l'évolution des collectivités territoriales, les nouvelles communautés de communes qui sont plus vastes, le département qui a une vocation peut-être un peu plus forte en termes de social? Donc il y a une réforme, il y a une réorganisation des clics prévue par le département. Vous ouvrez une porte importante, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que il faut entre guillemets, qu'on rationalise, il faut qu'on soit force de proposition, mais ce que auquel on tient particulièrement, c'est le fait qu'on soit bien sur la proximité et qu'on soit bien dans la parole des personnes âgées. C'est fondamental. Et je vais m'autoriser à dire qu'aujourd'hui, on est dans un vrai paradoxe. On est dans un vrai paradoxe parce que on sait qu'aujourd'hui, la population des plus de 60 ans va augmenter de façon assez exponentielle sur les années qui viennent.
avec un regard peut-être critique, on a le sentiment qu'on ne prend pas à bras-le-corps cette problématique. On la prend sous un domaine qu'on ne peut pas nier, qui est un problème purement financier. Et ça, c'est un peu inquiétant parce qu'on se dit comment est-ce qu'on va, entre guillemets, traiter ces personnes qui avancent en âge quand il faut qu'elles rentrent dans des catégories, quand il faut qu'elles rentrent dans des normes, parce qu'on vous dit, je vais vous donner quelque chose qui nous hérisse, mais en Vendée, vous êtes bien doté en nombre de places d'EHPAD. On l'entend en permanence, en permanence. Donc pas de création. Pas de création. Par rapport à d'autres, vous êtes bien doté. Sauf qu'on oublie qu'on a une population qui arrive, qui vieillit, et on est toujours au même taux. Et ça, c'est difficile de faire passer un message. Donc, ce qui manque aujourd'hui, à mon avis, c'est qu'on n'a pas de réel schéma gérontologique, à la fois sur le département, sur la région. Et c'est pour ça que la ville s'est engagée aujourd'hui à une réflexion, l'agglo, à une réflexion de mutualisation potentielle avec la création d'un schéma gérontologique agglo. Pour se dire comment on réfléchit sur on se projette sur l'avenir, sur les différentes étapes du vieillissement pour répondre à la réalité auquel demain, on commence à y être, mais demain on sera de plus en plus confronté. Moi, je suis frappée de voir toutes les demandes que l'on a d'entrée. Excusez-moi, oui, j'ai vu. Toutes les demandes qu'on a. Alors là, elle dévoile tous les secrets de l'émission. Excusez-moi. Toutes les demandes humainement inacceptables auxquelles on ne peut pas répondre. La force d'associations ou de collectivités territoriales qui s'approprient les dispositifs, c'est leur réactivité, leur proximité, leur capacité à innover. On le sait, lorsqu'une administration prend en charge, bien effectivement, elle restructure, elle rationalise, mais jamais nous n'aurions pu aller aussi vite, aussi loin, être aussi réactifs si nous n'avions pas eu, je dirais, cette capacité, cette souplesse d'intervention. Et puis, d'autre part, ce qui est fondamental, c'est l'implication au sein des associations, des conseils d'administration, des conseils municipaux, de l'ensemble d'acteurs qui sont proches du terrain. Qu'est-ce que l'on voit dans les clics aujourd'hui? L'on voit des élus locaux, on voit des professionnels de santé, on voit des représentants des usagers et qui vivent dans un rayon de 15 à 30 km. Donc c'est ça qui connaissent la réalité du terrain. Qui est la force de ces dispositifs. On va vous réinviter tous les deux, je pense qu'il y a des messages. Ce sera avec plaisir. À faire porter, on va trouver le moyen. Non, Gilbert, non, Gilbert, non, c'est la chronique. Non, c'est la chronique d'Yvelise. Bonjour Yvelise. Bonjour Cathy. À peine 3 minutes pour la chronique sur les... Le défi est toujours plus haut à chaque fois. Donc, Vie de chien aujourd'hui, on va parler de deux ouvrages qui parlent des chiens et qui les montrent surtout. Tout d'abord, un album photo, format roman quand même malgré tout, l'ouvrage de William Wickman. 300 photographies qui se sont échelonnées sur 50 ans presque. Le photographe, donc William Wickman, très connu, a fait ses premières séries dans les années 70 avec un chien, ça ne s'invente pas. Son premier chien s'appelait Man Ray, petit clin d'œil de photographe. Ce sont tous des braques de Weimar, donc il les a shootés dans diverses situations, en costume, avec des accessoires, de positions assez étranges. Oui, c'est drôle. C'est assez drôle. Et surtout, ce qui est intéressant, ces prises de vue. Parmi ces prises de vue, il y a aussi des inédits. Certains n'ont jamais été ni exposés, ni publiés. C'est un gros livre. C'est un gros livre. Le texte, il accompagne, est signé William Ewing, qui est l'expert et critique et historien de la photographie, qui a tenu longtemps le musée de la photographie à Lausanne, qui s'appelle le musée de l'Élysée. Je ne sais pas si vous connaissiez ce musée. Pour faire court, dans son texte, il analyse quelques-uns de ses clichés, mais aussi il raconte toute l'humanité que l'on peut discerner dans ses portraits. Parce que les chiens sont comme nous. Ce sont finalement, comme il dit, il conclut... Parlez pour vous. Si, Wegman n'a jamais douté que les chiens sont aussi des gens comme nous, et ce sont des gens que nous aimons. Voilà, donc, très bien. Alors, ça coûte combien? Donc, il coûte 24,90 €, 300 photos, 352 pages, et c'est aux éditions textuelles. Très bien. Le second ouvrage dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, c'est Un chien en ville, toujours donc, sur la thématique chien, de Jules Gassot. Donc, de Shanghai à Sarajevo et de New York à Londres. Ce sont 12 histoires que Jules Gassot nous raconte en se plaçant du point de vue du chien. C'est-à-dire que les chiens pensent, les chiens nous parlent de leur maître et de leur ville.
Donc c'est pour ça qu'il y a un... parallèle à faire. À Bruxelles, il arrive une drôle d'histoire à un antiquaire en affaire avec une crapule. À Paris, c'est une histoire de bague qui prend un mauvais chemin. Et tout ça vu par l'œil, le regard du chien. C'est drôle ça. Et sa compréhension. Donc il y a un chihuahua qui raconte aussi la vie de sa starlette hollywoodienne. Et un dalmatien qui parle de son don Juan milanais. Voilà, donc 12 nouvelles qui feront sourire les amoureux des gros et des petits chiens. À travers le regard canin, toujours très aiguisé, il fait passer aussi un autre message. Un petit peu notre regard, nos habitudes alimentaires, nos addictions. L'alcool, le téléphone, on en parlait tout à l'heure, le progrès, et puis lâcheté ordinaire de l'homme, voilà, ou de la femme, voilà, qui sont ici pointés et mis en lumière. Donc, Un chien dans la ville, donc de Jules Gassot, aux éditions Rivage, pour 18 €. 176 pages. Très bien. Merci beaucoup, Yves-Lise. Merci, Madame Poirier-Coutancet et Richard Pierre Williamson pour le clic entourage. Donc, le 26 octobre, un cadeau auprès de toutes les personnes qui se sont impliquées dans les 20 ans du clic entourage de l'agglomération lyonnaise. Merci beaucoup à tous les deux et bonne vie à Entourage. Et pour ceux qui en bénéficient, surtout, on est là pour eux. Évidemment. Très bien. On est là pour eux. Bonne continuité. Merci. Merci à vous.